Laurent Petit-Monchamp, merci beaucoup d'être parmi nous. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes mis à l'écriture très tardivement. Oui. C'est pas mal de le dire, je pense pas. Non, non, pas du tout. Puisque, bien qu'étant très jeune, vous êtes un tout jeune écrivain. Ouais, je me suis mis à écrire il y a une dizaine d'années, ouais, donc... Mais en fait, c'est un collègue d'Air France qui m'a donné envie d'écrire. Parce que bon, c'est un collègue qui venait à Roissy en voiture. Et un jour, bon, il en avait assez de des embouteillages, tout ça, et il vient en train, en RER. Il venait d'assez loin du sud-ouest de Paris. Et il me dit, bon, tu vois, en plus, l'intérêt, et il me montre un cahier, il me dit, ça me permet d'écrire dans le train. Je vois des pages, effectivement, écrites assez petites. Et puis, quelques mois après, il publie un livre. Alors, il publie. C'était le tout démarrage des plateformes qui permettaient de sortir un livre sans avoir à payer. Donc c'était pas à compte d'auteur, mais bon, il n'y avait aucun travail d'édition, il n'y avait aucun travail de promotion. Donc c'est de la fausse édition, mais bon, c'est vrai qu'objectivement, voilà, avant que vous soyez vraiment édité, bon, bah, vous dites ça ressemble quand même à un livre, et puis vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque, quoi. Donc il me passe son livre, bon je le lis et je me dis bon c'est bien, enfin je veux dire voilà je me dis tiens c'est un vrai livre quoi. Et dans le même temps je me dis bon ouais ça quand même je trouve que là il aurait pu je dirais travailler davantage son texte sur quelques éléments tout ça. Et en me disant ça, je me dis quand même t'es gonflé parce que bon toi t'as pas écrit une seule ligne et tu te permets déjà de donner ton avis là-dessus. Donc bon c'est ça qui je me suis dit bon vas-y t'as qu'à t'y coller, voir un peu si tu es capable d'écrire des histoires. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et ma première histoire elle a strictement rien à voir ni avec la Lorraine ni avec Berlin. Elle se passe au K2, donc une montagne qui avait à l'époque où je l'ai écrite, bon, avait quand même un pouvoir assez fascinant dans la mesure où toutes les alpinistes qui étaient montés au K2 étaient mortes dans la descente, ou juste après. Donc c'est-à-dire que c'était une montagne qui avait 100% de taux de mortalité pour les femmes qui avaient réussi à la vaincre. Donc bon, c'était quand même une montagne assez effrayante et fascinante pour ça, et je me suis dit tiens je vais écrire une histoire là-dessus. Donc voilà comment ça a commencé. Tout simplement. Tout simplement. Et après vous en avez écrit combien avant de... Après non j'en ai écrit un autre bon qui n'a comment dire que mon épouse m'a interdit de sortir, bon parce que c'est ma première lectrice donc voilà, et puis bon non j'ai écrit beaucoup de démarrages de livres parce que bon je fais toujours je me lance et puis bon vers la 30e page je fais un peu un point d'arrêt sur est-ce que j'estime que j'ai suffisamment de matière, est-ce que j'ai des personnages, est-ce que j'ai une problématique qui s'est installée. Est-ce que j'ai pas tout dit en 30 pages? Parce que bon, malheureusement, par exemple, j'ai écrit quelques textes comme ça où dans les 30 premières pages, elles sont super, mais objectivement, j'ai tout dit, quoi, déjà. Enfin, je veux dire, je me dis, bon, j'ai absolument aucun souffle pour aller en faire 170 de plus, quoi. Donc j'en ai pas mal comme ça, et puis, j'ai ces deux textes, et puis depuis, parce que bon, ça, finalement, je les ai envoyés, on était quoi en 2019, bon depuis j'en ai écrit trois autres même, des textes, bon, dont deux, bon je pense qui intéressent mon éditeur, bon et moi il y en a sur les deux, il y en a un auquel je crois beaucoup, qui sera mon prochain en fait, mais bon mon prochain ça veut dire vous squeezez mes questions là. Ah bon. Non je plaisante, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, donc il y en a un qui sera très loin. Le problème c'est que c'est ça, hein, c'est que bon, le temps de l'édition il est pas, il est beaucoup plus lent que le temps de l'écriture finalement. Enfin en tout cas pour moi, je veux dire il y a des auteurs qui au contraire ont besoin de plusieurs années pour écrire leur livre. Donc là pour le coup c'est très bien, mais moi j'écris assez vite finalement, donc
Donc oui, c'est plus difficile. Enfin, je veux dire, d'attendre comme Bien ça. sûr. Oui, surtout pour vous. Et, Donc votre premier roman publié, puisque Ouais. en fait c'est pas le premier roman que vous avez écrit, trouve quand même l'histoire chez vous, quelque part. Ouais. J'ai envie de vous poser cette question en sachant que on dit que chez les écrivains, il y a forcément un terrain autobiographique. Est-ce qu'il y a des éléments, en outre la terre, le territoire, que vous avez pu piocher pour écrire ce roman qui est très fort? Ouais, bon, il y a toujours effectivement, de toute façon, moi, enfin, j'écris beaucoup à partir de sensations que j'ai pu vivre. Alors après, ce sont des sensations soit que je vais relater telles quelles dans le cadre d'un roman, soit ça va être des sensations que je vais complètement, je dirais, transférer dans un autre, bon, dans un autre contexte. Bon, là, pour ce texte sur la Lorraine, en fait, ça s'est fait de la façon suivante. J'avais la première scène en tête hein, de Ce qu'il faut de nuit, le père qui regarde son fils jouer au foot. Ça, c'est une scène que j'avais depuis très longtemps. Très longtemps. Bon, mais je ne savais pas à quoi elle servirait. Mais j'avais cette scène entre un père et un fils qui s'observaient comme ça. Le père assez content, l'esprit en train de se vider de sa semaine de travail. Et mais elle n'était pas écrite. Il y a un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon allez, tu t'y mets. Et j'ai commencé à l'écrire et en quelques phrases, parce que ça m'arrangeait dans la façon dont j'écrivais, j'étais en train de parler d'une pelouse qui était assez belle et il fallait monter 15 km plus haut et là je ne sais pas comment c'est tombé sous la plume que c'était au Luxembourg pour en trouver une plus belle. Et voilà comment le roman s'inscrit en Lorraine. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas du tout délibéré au démarrage. Au démarrage, bon, j'ai une histoire entre un père et son fils. D'ailleurs, je sais pas trop d'ailleurs comment elle va se matérialiser, mais le fait que ça se passe en Lorraine, ça se fait finalement de façon très naturelle, encore une fois, en quelques coups. Le prénom d'ailleurs aussi de Fous se fait comme ça sans que sans que j'y ai absolument pas enfin réfléchi une seule seconde. Mais bon, c'est Franck Buis, là on en parlait tout à l'heure, qui disait, je l'avais entendu une fois à la grande librairie dire bon, quand vous avez les prénoms de vos personnages qui arrivent comme ça. Aussi spontanément, il faut surtout pas aller contre. Enfin, je veux dire, c'est une bénédiction, et c'est vrai. Enfin, je veux dire, objectivement, bon, c'est fou, bon, bah fou, ok, c'est fou comme néon, bon, mais oui, c'est très bien comme ça. Et avec l'explication quand même. Voilà. Et vous voyez, en quelques minutes, bon, enfin, vraiment, parce que ça s'est fait, je l'ai écrite très vite cette première scène, et en quelques minutes, bon, finalement, elle se passait dans un coin qu'objectivement, je connais pas tant que ça. Parce que bon, je suis de Metz, donc je viens d'un milieu beaucoup plus urbain que le milieu qui est décrit dans Ce qu'il faut de nuit. Bon, j'avais passé, pour tout dire, quelques jours quand même, parce que mes enfants à l'époque, avant de faire du handball, faisaient du foot, ils ont fait du foot pendant une année, et ils ont fait un stage de foot au FC Metz, et le stage était délocalisé dans ce coin justement. Bon, donc voilà, voilà comment est née l'histoire, mais bon, encore une fois, bon, c'est une histoire qui aurait pu très bien être en Picardie, là où j'habite désormais, enfin bon, c'est... comme quoi, bon, des fois l'écriture, c'est assez amusant de voir en quelques phrases comment, bon, ce que vous allez écrire, et encore une fois, pourquoi? Parce que j'ai débarqué sur une phrase où je disais, voilà, il faut monter et... Bon, et il faut qu'il monte tout. Il faut qu'il monte tout et il faut qu'il monte voilà, quelques kilomètres plus haut au Luxembourg pour en trouver une plus belle. Voilà. D'accord. Donc Voilà en fait, comment ça se fait. vous avez donc cette scène, vous avez l'idée d'une histoire entre un père et son fils, mais en fait vous ne savez pas où vous voulez aller. Ouais, j'ai l'idée qu'on va parler de déception. Puisque bon, la question quand même du roman là, c'était de se dire bon, est-ce que les enfants, enfin les parents pardon, peuvent être déçus par leurs enfants. Donc ça oui, évidemment j'ai
j'ai ce guide, mais bon, je ne sais pas comment la déception va se matérialiser, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, j'ai aucun de ces éléments au moment où je démarre. Mais bon, j'ai ces deux personnages. Le troisième, Gilou, va arriver finalement qu'après, un tout petit peu après. Il va être beaucoup plus construit, on va dire, en termes de construction littéraire, quoi. Et bon, j'ai ces deux personnages et j'ai cette thématique, bon, où je me dis, tiens, ça, on va parler de ça. Voilà. Oui, parce que l'aîné, au début, est un bon gars. Enfin, voilà, c'est ce qu'il définit. Oui. Et d'ailleurs, enfin moi, tout mon fil rouge, enfin j'ai très peu de, donc j'ai pas de plan pour quand j'écris. C'est ça, vous savez pas. Je sais pas. Vous y allez. Mais après, bon, j'ai un certain fil rouge, c'est-à-dire que bon, je me dis, tiens, et notamment un de mes fils rouges quand même, c'était de me dire, bon, j'ai envie que les lectrices et les lecteurs soient un peu décontenancés avec cet enfant. Et que finalement, ils ne puissent pas trop vite le rejeter. C'est-à-dire que même, si possible, il y en ait qui puissent, jusqu'au bout, malgré tout ce qu'il va faire, se dire, bon, bah, je reste avec lui. C'était ça un peu mon fil rouge. Donc toute mon écriture sera de lui garder un côté, on va dire relativement attachant. Et encore une fois, je peux après comprendre qu'il y ait des lecteurs qui se disent, bon non, mais là, il a dépassé les bornes, enfin je veux dire, je peux pas admettre ça, etc. Mais ma construction, enfin si on peut appeler ça une construction, Oui, en tout cas mon espèce de fréquence, on va dire, c'était ça. C'était de me dire, bon, je veux que ce gamin, certains puissent quand même se dire à la fin, bon, ça reste un bon gars. Voilà. Donc, je pense que chacun l'interprète différemment, que par moment, on a envie de prendre le père par la main ouais. pour qu'il réagisse aussi. Oui. D'une façon ou d'une autre, mais qu'il fasse quelque chose. Et du coup, c'est pas la responsabilité de ce qui est mis en cause. Oui. Pour moi, enfin voilà, après je sais pas, peut-être qu'il y aura des questions par rapport à ça, mais c'est ce personnage, le père, on a envie, il a l'impression d'avoir coché toutes les cases, d'avoir tout fait bien, et voilà. Oui, bah, je pense que c'est un père qui va assez rapidement, sans trop, assez rapidement va découvrir que son fils traîne avec l'extrême droite, alors que bon, toutes ses valeurs à lui sont des valeurs de gauche. Et pour lui, c'est juste absolument, enfin, inintelligible. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un père qui a une conception du monde assez arrêtée, assez manichéenne, mais à la limite un peu quand même ce qu'on avait avant. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des lectures de la société qui étaient quand même très marquées, c'est-à-dire quand on était communiste, on lisait tel livre, on lisait telle presse, on allait voir tel... voilà. Bon. Donc je pense que lui, il n'est pas communiste, il est socialiste, mais bon, je veux dire, il est quand même un peu dans cette mouvance assez arrêtée, où il a un champ assez précis de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut... de qui on peut fréquenter, et puis effectivement, il y a des barrières absolues sur le reste. Donc bon, il n'est absolument pas dans l'ère du temps où on se dit oh là, oui, mais il faut comprendre, et peut-être que la vérité n'est pas aussi noire ou blanche et tranchée, mais en tout cas, lui, dans son monde, c'est comme ça. Donc c'est sûr que le jour où il apprend que son fils traîne avec le Front National, c'est juste pas, c'est pas entendable pour lui. Et je pense que c'est une espèce de sidération dans laquelle il rentre, c'est-à-dire, et quand on est dans une période de sidération, on raisonne plus très très bien. Enfin, notre cerveau, la sidération, justement, c'est quand même un effet assez, je dirais, mécanique qui débraye le cerveau pour justement qu'on ne soit pas complètement atterré par les choses. Chez Air France, on nous apprend ça en fait, parce que on peut être amené à vivre des scènes assez difficiles, et on nous apprend que en principe, quand vous allez annoncer une nouvelle
super difficiles, enfin bon, qu'un avion par exemple n'arrive pas, les gens en principe à qui vous allez annoncer ça vont rentrer dans un état de sidération, c'est-à-dire que leur esprit va complètement disjoncter et vont peut-être faire des gestes complètement inouïs, fous. Je me souviens d'un psychologue qui nous avait montré un reportage. Alors bon, ça n'avait rien à voir avec l'aviation, mais c'était des inondations monstrueuses qui étaient intervenues dans un village. Donc bon, il y a mais vraiment un ruisseau qui devient torrent, qui emporte tout sur son passage. Et vous avez une vieille dame qui est sur son balcon, mais qui est maintenant vraiment quasiment à hauteur d'eau, et qui balaye son balcon. Et c'est typiquement le cas d'une personne en état total de sidération, c'est-à-dire que le truc est tellement inimaginable qu'elle fait un truc, le seul truc qu'il ne faudrait pas faire, enfin, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle rentre chez elle, qu'elle remonte encore d'un étage, parce que bon, sa maison était encore un peu plus haute. Mais non, elle est là et elle balaye. Alors je sais pas ce qu'en plus on ne sait pas ce qu'elle balaye parce que c'est des torrents de boue qui arrivent comme ça vers elle et tout. Et elle est là et donc c'est ça l'état de sidération, c'est-à-dire votre esprit il a complètement disjoncté Ouais. parce que de toute façon la réalité qui se fait face à vous est tellement horrible, on va dire que vous pouvez pas l'affronter. J'ai envie maintenant de passer justement à votre second roman parce que vous avez des thèmes communs entre les deux, notamment la notion de paternité et aussi, on va dire, les conflits entre les sentiments et les convictions, que ce soit politiques ou personnelles. Donc dans votre second roman publié, qui est peut-être pas aussi dans l'ordre Oui, donc oui, pour la petite histoire, donc les deux ont été envoyés en même temps, hein, le même soir, un mercredi soir, à Pierre Fourniot, et effectivement, le vendredi matin, il m'a appelé pour celui-ci, pour Ainsi Berlin, en disant voilà, j'ai lu votre histoire là sur la RDA, ça m'a beaucoup plu, j'ai envie de le publier. Et puis bon, seulement dans la journée, il a choisi finalement enfin, il a lu Ce qu'il faut de nuit, puis il m'a renvoyé un petit texto en me disant Banco. voilà, j'ai envie de publier les deux. C'est une journée relativement Oui, magique, hein, je veux dire, à marquer d'une pierre blanche. Pour autant, d'ailleurs, c'était assez drôle, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est une journée qui démarre quand même. J'étais à Amsterdam ce jour-là et j'étais aveugle. Enfin, je ne voyais plus rien. J'avais une vision complètement floue et j'en étais à tester tout, c'est-à-dire lunettes, pas lunettes, lentilles, pas lentilles, de loin, de près. Je ne voyais, enfin, tout était ultra troublé. Et quand Pierre a appelé, quand je décroche, je vois un 06 que je connais pas et je me dis c'est mon ophtalmo qui me rappelle, parce que j'avais eu son secrétariat, bon il n'était pas joignable, il était machin, tout ça, et donc je me dis c'est lui c'est l'ophtalmo qui me rappelle pour me rassurer, enfin bref. Et pas du tout, c'était lui, quoi, donc c'était assez drôle. Donc c'est une journée assez bon, en l'occurrence d'ailleurs, en plus la vue, je l'ai retrouvée vers la fin de journée. Il a eu un effet thérapeutique plutôt sympa. Certains peut-être. Voilà. C'est assez drôle. Donc votre deuxième roman, donc en effet, évoque la RDA, l'histoire d'un homme qui va être tiraillé entre deux femmes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces deux femmes qui sont tellement différentes? Oui, c'est... Bon, déjà, j'ai eu plaisir à les écrire, ces femmes. Parce que c'est vrai que dans le premier, il y avait les femmes jouent un rôle important, hein, jouent un rôle essentiel, mais on les voit pas. Que ce soit la mère ou que ce soit la petite amie, là, pour le coup, j'ai eu plaisir à écrire deux femmes, qui sont, je pense, très différentes. Pour être tout à fait honnête, je serais incapable de vous dire quelle est leur couleur de cheveux ou la couleur de leurs yeux. Je ne sais pas. J'arrive plus à voir des espèces d'énergie ou en tout cas, disons des sensations plutôt que réellement une description physique de Käthe ou de Lise.
Donc ce qui est d'ailleurs assez intriguant parce que finalement vous pouvez passer quand même, là pour le coup j'ai passé plusieurs mois à l'écrire ce livre et au final je ne sais toujours pas, enfin par exemple là je serais bien capable de dire qui est qui, d'ailleurs bon, il faut surtout pas s'amuser à le chercher parce que bon, c'est une couverture qui a été prise après, mais bon, j'en sais rien, mais je vois en revanche, par exemple, Quêteux, pour moi, c'est un corps qui est à la fois beau, mais un corps un peu difficile, quoi. C'est-à-dire un corps qui en permanence se raidit, qui en permanence, bon, va... donc bon, c'est pour ça qu'elle le travaille, c'est pour ça qu'elle fait dans son petit appart des séances de danse, de relaxation, c'est pour ça qu'elle en est si fière d'ailleurs de son corps quand il s'est un petit peu remodelé, quand il est sur la plage là, de Rügen. Bon. Donc, et puis bon, l'autre femme a un côté beaucoup plus physiquement, un côté peut-être beaucoup plus immédiat, on va dire, quasiment d'actrice américaine, donc qui débarque dans ce Berlin. Et bon, ça m'amusait d'avoir ces deux femmes et d'avoir évidemment un homme qui est finalement emporté par deux femmes au caractère résolument différent. Enfin, résolument différents, en tout cas qui sont toutes les deux de fortes femmes, on va dire, et qui va donc à un moment peut-être un jour choisir, on ne sait pas, mais en tout cas de le camper comme ça sur le démarrage. Mais si je suis honnête, ce roman il commence d'abord avec Gert et Käthe. Lise n'intervient là encore dans une construction littéraire qu'un tout petit peu après, c'est-à-dire bon, quelques jours après, mais quand je me mets à ma page, quand je démarre le livre, il y a d'abord ce couple d'un homme qui est un peu fasciné par une femme qui finalement le dépasse un petit peu en tout. C'est ça qui m'intéressait, c'est d'avoir un homme qui, en est très proche, puisqu'ils sont tous les deux résistants. Ils sont tous les deux cadres du parti communiste est-allemand. Ils font tous les deux des choses, mais finalement, elle, on voit bien qu'à chaque fois, elle a une petite longueur d'avance. Et ça m'intéressait beaucoup d'avoir un homme comme ça dans cette situation un peu d'infériorité ou de fragilité, on va dire, en tout cas. Et en même temps, un homme qui est relativement conscient que son amour est un peu étrange vis-à-vis de cette femme, c'est-à-dire qu'il dit à un moment... Bon, finalement, je l'ai aimé pour plein de raisons qui ne sont pas les bonnes, et enfin, qui ne sont pas des raisons très classiques. Donc oui, ce livre démarre d'abord avec ce couple. Et puis bon, honnêtement, très rapidement après, je me suis dit, tiens, je vais faire intervenir cette architecte américaine, Lise, et là, ça va justement tirailler beaucoup plus le roman, quoi. Oui, et alors je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me le dire, parce que j'ai lu des choses à droite à gauche de vous, des interviews, et vous disiez qu'au début de ce roman, vous aviez une idée en tête, c'était une scène avec un tunnel. Ouais, c'est ce que je dis à Bruno, ouais, c'est... Non, mais c'est juste, enfin, c'est... parce qu'en fait, bon... Comme c'est parti du terrain de foot, vous êtes parti du tunnel. Non, mais la construction d'une histoire, en fait, ça tient vraiment à très peu de choses. Il faut que vous ayez un moment en vie, c'est-à-dire il faut que vous ayez un besoin impérieux qui va faire que le matin, quand vous allez vous réveiller, vous n'allez penser qu'à ça. Et le soir, c'est-à-dire vous n'aurez absolument pas envie de regarder la télé, ni d'aller au cinéma, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous mettre sur votre texte. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit suffisamment fort pour vous occuper comme ça. Alors encore une fois, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, mais il faut qu'il y ait ça. Et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui vous fasse plaisir. Donc c'était un tunnel. Ou qui sont en tout cas suffisamment urgents. Là en l'occurrence, c'était de me dire, j'ai envie d'écrire sur la déception d'un père. Là j'avais envie d'écrire sur un tunnel. Et de la même façon que sur mon premier roman, j'avais envie d'écrire sur cette fameuse montagne du K2, et de me dire, tiens, je vais m'écrire une... J'ai toujours adoré les histoires de montagne, les frisons roches, les trucs... je me suis dit, je vais écrire une histoire de montagne pour mon premier roman.
le démarrage passera à New York parce que c'est une ville auquel je tiens. Et là, j'avais envie d'écrire un tunnel et je me suis dit, bon, où est-ce qu'on peut écrire vraiment une histoire avec un tunnel? C'est à Berlin. Et donc voilà, donc il y aura un tunnel effectivement qui va arriver à un moment dans ce livre. C'est pas l'acteur principal, enfin je veux dire, c'est pas le. Mais bon, il a quand même une importance assez déterminante quand même dans la suite de l'histoire. Bien, bien. Est-ce qu'il y a quelques questions éventuellement sur ce qu'on a dit juste avant? Moi, il y en a plusieurs, mais on va commencer par une, parce que je ne connaissais pas cette maison d'édition. Oui. Et alors, je me suis demandé si vous aviez réfléchi avant d'envoyer votre roman, parce que quand même, dans leur... Enfin, je en déduis, d'après ce que la jaquette du livre, hein, que c'est quand même une maison d'édition qui privilégie les romans avec quelque chose de social, enfin, tout ça. Ouais. Donc, est-ce que vous avez choisi plutôt que d'écrire chez Julliard? Non, mais en l'occurrence, bon, ce qui s'est passé, c'est que le tout premier roman, donc l'histoire du K2, je l'avais envoyé. Et j'avais commencé en prenant les grandes maisons. Donc j'avais envoyé à Gallimard, je l'avais envoyé à Actes Sud et je l'avais envoyé à PEL. Bon, et chez Actes Sud et PEL, le roman va loin. Enfin, jusqu'à ce que chez PEL, ça soit lui-même, Paul Olszewski-Lorenz, qui me réécrive une longue lettre en me disant, écoutez, je vais pas le publier, mais vous avez une très belle écriture, très tendue, tout ça. Enfin, la lettre que vous gardez, hein, honnêtement, je veux dire, celle-là, c'est vraiment une. Vous sentez vraiment que voilà quoi, qu'elle correspond réellement. Enfin, et il termine sa lettre en disant, écoutez, je suis persuadé que un de mes confrères va vous publier. Enfin, je veux dire, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, le client s'est trompé. Pour celui-là. Il s'est trompé pour celui-là. Est-ce que je l'ai envoyé pendant quasiment 2 ans, hein. Enfin, j'ai ratissé très très large. Et donc comme quoi il doit avoir une faille dans ce livre. Bon, il faudra que je le relise et que je crois savoir finalement maintenant, avec un peu le temps, ce que je devrais corriger. Et mais j'en avais tiré une leçon en me disant finalement. Là où ça a bien marché, et notamment PEL, c'est là où les comités de lecture sont... lui n'avait aucun comité de lecture. Il revendiquait le fait de lire lui-même l'ensemble des manuscrits qu'on lui envoyait. Et je me suis dit, il faut, tant qu'à faire, si tu veux être publié, il faut que tu vises des maisons où c'est l'éditeur ou l'éditrice qui lit en direct les manuscrits. Parce qu'au moins, ça peut ne pas plaire, hein, je veux dire évidemment, mais au moins il n'y a pas cette espèce de doute de se dire est-ce que le comité de lecture de Gallimard a bien joué son rôle, machin. Et donc voilà pourquoi quand quand j'ai terminé celui-ci je l'avais un peu laissé, j'avais envie de le réécrire, donc je l'avais juste réécrit très rapidement. Je me suis dit, je vais l'envoyer. Alors, je l'ai quand même envoyé à Gallimard. Et pour la petite histoire, pas de bol. Là, pour le coup, j'ai eu aussi une lettre assez circonstanciée. Donc, comme quoi, il a été assez loin chez Gallimard. Et après, mon boss connaît bien Gallimard, donc ils en ont parlé après, quoi. Enfin donc c'est assez drôle. Enfin, je veux dire, en disant lui, on l'a laissé un peu passer, c'est dommage. Perdu. Donc c'est le jeu et c'est comme ça. Et donc en l'envoyant, j'avais fait un petit... du coup, j'en avais quelques-uns comme ça. J'avais aux Forges de Vulcain, où il avait en plus... c'est quelqu'un qui explique beaucoup, par exemple, comment il traite ses manuscrits, tout ça. Donc j'avais comme ça quelques maisons où je me suis dit, tiens, là, normalement, ça peut marcher. En tout cas, tu seras en direct avec l'éditeur, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc le fameux mercredi soir où je lui envoie ça, je la connaissais pas trop, la manufacture. Honnêtement, j'avais juste vu des reportages vidéo sur quelques livres qu'il avait sortis.
Et je lui ai expliqué, bon, je ne suis pas persuadé que ni l'un ni l'autre d'ailleurs rentre vraiment dans votre ligne, bon, ce qui n'était pas, d'un point de vue marketing, ce qui était assez étrange pour quelqu'un dont c'est le métier, mais bon. Bon, voilà, ça s'est quand même fait comme ça, j'ai quand même eu la bonne idée de lui mettre une ligne de résumé de chacun des livres, et heureusement, parce que comme quoi, hein, ça tient des fois à rien. Enfin, c'est-à-dire, là, qu'est-ce qui l'attire? C'est qu'il lit RDA sur une des lignes, donc sur un site Berlin. Et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, il avait envie de lire une histoire sur Berlin, quoi, sur la RDA. Et c'est comme ça que ça s'enclenche, quoi. Enfin, si ça se trouve, bon, sinon, je serais encore en train d'envoyer mes manuscrits, quoi. Donc bon, vous voyez, des fois, enfin, je veux dire, il faut un peu relativiser aussi le côté ça marche pas. Parce que bon, maintenant j'ai des personnes qui m'écrivent, vous voyez, sur Facebook, en me disant bon, moi je n'arrive pas à être édité, qu'est-ce qui se passe, bon, ce qui se passe, j'en sais rien. Enfin, et à la limite, si ça se trouve, tu n'as juste pas de chance, quoi. Enfin, je veux dire, et bon, il faut juste persister parce qu'à un moment donné, ben, la chance il y aura le bon moment qui va se faire. Bon, si le texte, enfin, bon, ça c'est après l'espèce de conseil que je donne aussi, c'est qu'effectivement, je pense que il faut quand même, surtout en ce moment, enfin, il faut avoir une exigence de dingue avec son texte. Parce que Pierre Fourniot, donc l'éditeur, m'expliquait que bon, maintenant par exemple, avant, il recevait un texte qui était imparfait. Bon, il se disait bon, c'est pas grave, je vais le retravailler avec l'auteur, l'autrice. Bon. Mais maintenant, il me dit, je fais plus ça. Parce que bon, déjà, j'ai moins de temps. Et puis, bon, j'ai tellement de textes que j'ai l'embarras du choix. Donc, de toute façon, je vais aller vers des textes qui me semblent quand même déjà très travaillés. Et tant pis pour les autres, quoi, en fait. Donc, oui, je pense qu'il faut monter son niveau d'exigence, quoi, en fait, en ce moment-là, parce que bon, les gens ont écrit beaucoup pendant le Covid, donc il y a énormément de manuscrits qui se baladent en ce moment chez les éditeurs. Je crois on raisonne aussi comme dans l'air du temps. Moi, je sais que je lis de moins en moins de pavés, alors que je ne lisais que ça. Un livre comme ça, j'ai adoré ça, je vous l'ai dit, hein, ça fait une chaîne de gens, on l'a acheté immédiatement, on l'a lu d'une traite, quel que soit le moment où on s'y mettait dans la journée. Moi je ne lis pas dans la journée, j'ai d'autres choses à faire. Et on a toutes lu d'un seul coup, la nuit. Bon. Et je trouve que le format, l'écriture est tellement sobre, est tellement tendue, je crois que c'est le mot, que il n'y a rien de trop, quoi. Ouais, bah, merci. Enfin, moi j'apprécie ça. Hein. Pour en venir au format de livre, bon, je pense que c'est dû au fait que j'écrive sans plan. Parce que je pense que si vous écrivez avec plan, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile de faire un livre un peu plus long. Oui. Parce que de toute façon, vous savez où vous allez. Et vous savez que vous ne êtes pas perdu et que, que finalement, le chemin est balisé. C'est vrai. Quand vous n'avez pas de plan, ce qui est mon cas, vous êtes dans une espèce de course-poursuite parce que vous savez très bien que, enfin moi je vois comment je réagis, c'est-à-dire que soit le truc il va venir, effectivement je vais être à mon livre matin et soir, mais dès que le truc va se bloquer, va se gripper, je peux après passer plusieurs mois où, bon bah tant pis quoi, enfin je veux dire j'y arrive pas, et j'ai perdu un peu le momentum quoi. Et je pense que quand vous n'écrivez pas avec plan, du coup vous êtes tenté de faire tout pour que votre histoire, la tenir et finalement y arriver le plus vite possible, quoi. C'est terrible à dire, c'est pas très beau à dire, mais en tout cas c'est vrai. C'est-à-dire se dire, bon maintenant je vais boucler ça parce que bon ce qui est fait n'est plus à faire et là, pour ceux qui voient de nuit, c'est vraiment ça qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon, parce que c'est mon épouse qui me lit en premier. Bon, mais elle ne me lit pas durant l'année. Hein. Par exemple, celui-ci, là, elle s'est dit, tiens, il va falloir quand même que je le relise, parce que ça fait un petit moment. Donc il est sur sa table de nuit, c'est presque vexant. Je veux dire. Parce que je vois le marque-page, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Enfin, et le fait est qu'effectivement, elle ne lit que le soir au moment de se coucher et elle lit une page et voilà. Donc je me dis bon,
Donc c'est très très vexant. Qu'est-ce que vous l'aimez, votre femme hein? Bon, mais... et là, en l'occurrence, elle lit pendant les vacances. Et là, on était pendant les vacances. Et je me suis dit, bon, il faut que tu le termines, ce livre, parce qu'il faut que tu lui laisses encore une semaine. Enfin, en l'occurrence, là, pour le coup, elle l'a lu aussi en une journée. Oui, c'est ça, oui. Elle l'a lu en une journée. Mais bon, je savais pas. Hein, j'avais pris large quand même. J'ai pris 15 jours de vacances, on sait jamais. Et voilà, vous voyez, donc c'est un peu amusant. Bon, après, vous pouvez avoir des pavés qui sont magnifiques. Pour moi, le meilleur livre de l'année dernière, c'est Mauvigné, Histoire de la nuit. Il fait 700 pages. Bon, et il est magnifique. Pour moi, un des meilleurs livres du moment, là, c'est le Booker Prize, c'est Shuggie Bain. Bon, il fait 600 pages sur la chute d'une femme dans l'alcoolisme. Bon, c'est un livre, il est remarquable. Bon, donc comme quoi, je veux dire, il peut avoir aussi des très longs livres qui sont magnifiques et qui justifient leur page, quoi. Parce que bon, et c'est fou, d'ailleurs, Mauvigné, on se dit, bon, c'est parce que son histoire en elle-même, elle n'est pas non plus... Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait 12 000 protagonistes, bon, ça se passe dans un seul lieu, dans une campagne un peu paumée. C'est ça pourrait être chez nous. Et il arrive à faire 700 pages où on s'embête pas une seule seconde, enfin, c'est-à-dire où chacune de ses phrases, elle est indispensable, tout ça, donc, bon, donc comme quoi, enfin, je veux dire, c'est assez remarquable. Donc bon... Mais bon, c'est vrai que moi, je rentrerai jamais là-dedans, parce que, enfin, je veux dire, où ça me demandera un effort terrible donc je pense que j'écrirai toujours des textes relativement courts, quoi. Moi, j'avais plutôt des questions de fait que vous êtes un jeune auteur. Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, merci et bravo. C'est-à-dire, je viens de publier un roman, et j'ai déjà 20 prix qui viennent de tomber comme ça, dans le championnat des lycéens, quoi. Vous savez, en fait, bon, il y a un truc assez étrange, c'est que, bon, moi je fonctionne un peu par lubie, enfin c'est-à-dire j'ai des lubies où je vais faire de la course à pied, des marathons, bon, ça date un petit peu maintenant, mais bon, ça a été pendant longtemps une lubie, enfin, je veux dire, un truc où je ne faisais que ça, où ma seule lecture le soir, enfin quasiment, c'était des livres soit qui se rapportaient à la course à pied, soit c'était jogging international, quoi. Enfin, vous voyez, donc je suis comme ça dans des espèces de cycles, plutôt que des lubies, disons, on va dire des cycles où je suis assez monomaniaque, où je vais faire, voilà. J'ai fait de la peinture. Donc pendant des dimanches entiers, tôt le matin, j'allais me mettre dans ma pièce et j'en ressortais que le soir à 23h quand on voyait plus rien. Et je n'avais plus que ça en tête, quoi, de faire des tableaux. Donc j'allais aller chez Cultura acheter des trucs, des toiles, bon. C'est comme ça. Bon, après, donc du coup, écrire... Moi, dans ma famille, bon, ils se sont dit, bon, voilà, la nouvelle lubie de papa. Non, mais honnêtement, hein, c'est exactement ça. Enfin, c'est, bon, bah, ok, d'accord. Et ce qui est assez sympa, c'est que, bon, bah, parce que ça prend du temps, hein, et d'ailleurs, c'est pas encore complètement ancré, ça. Enfin, c'est-à-dire que vous dites, bon, le premier prix... Mais même, vous voyez, par exemple, mes parents, la toute première réflexion, c'est, ils m'ont demandé, mais donc ça t'a rien coûté? Ben non, enfin, je veux dire, non, là, ce livre, il sort, au contraire, j'ai même été un tout petit peu payé. Bon, bon, la valoir sur un premier roman d'un auteur qu'on ne connaît pas, il est vraiment très très petit, mais j'ai dit non, mais j'ai même gagné, là, tu vois, un tout petit peu d'argent, tu vois, j'ai gagné un tout petit chèque avec ça. Donc, si vous voulez, les prix, après, ça fait plaisir parce que bon, ça permet de rendre concret cette histoire aux gens de votre famille. En premier lieu, enfin, en l'occurrence, c'est vraiment, avant de toute autre considération, c'est de leur dire, non, mais tu vois, c'est pas complètement un truc, tu peux le considérer toujours comme un hobby, mais ça a pris une toute petite dimension supplémentaire. Et ça, c'est le premier truc.
Et le deuxième truc qui est quand même sympa, c'est que des marathons, vous pouvez vous entraîner, mais comme une brute, des heures et des heures par jour. Bon, objectivement, jamais vous allez gagner le marathon de Berlin. Il y aura toujours un Kényan qui courra bien mieux que vous. Non mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire du handball, qui a été à un moment ma passion. Bon, jamais vous allez jouer en division 1, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes limité de facto par finalement pas mal de choses. Écrire un livre, ça reste un truc où, à un moment, vous vous retrouvez sur des listes de prix, avec des gens qui sont bien plus cotés que vous, et vous dites, vous vous retrouvez à côté des Kenyans, quoi. Et c'est comme si vous étiez, vous voyez, en train de courir à côté d'eux, de dire, mais je rêve là. Voilà, je vais gagner. Je vais peut-être le gagner. Bon, alors après, vous le gagnez pas, mais c'est pas grave. Vous êtes quand même. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez votre dossard, vous ne savez pas déjà à l'avance que ça va être une très longue épreuve. Vous allez vous ramer pendant plus de 3h30. Et que les gars seront déjà à l'hôtel tranquilles quand vous serez toujours en train de courir, quoi. Là, c'est un tout petit peu différent. Donc c'est ça qui est super sympa. Enfin, je veux dire, se dire, voilà, quoi. Ça peut marcher. Bon, on en discutait tout à l'heure. C'est quand même assez sympa de dîner avec Marie-Hélène Lafont, quoi. Je veux dire, il y a un côté assez... vous dites, quand même, quoi. Enfin, je veux dire... et le lendemain de dîner avec Le Tellier. Dans le même week-end, vous rentrez chez vous, je sais pas, il y a un petit côté sur l'ego qui est pas mal, quoi. Enfin, voilà. Quand Nicolas Mathieu, vous voyez, vous met un petit truc sympa, je veux dire, quand vous avez une rencontre avec lui, que c'est lui qui vient vous voir à l'aéroport, que c'est lui qui vous reconnaît, qui vous dit, bon, écoute, je pense que ton livre va bien marcher, parce que je l'ai beaucoup aimé, et ma mère aussi, et en principe, on n'a jamais les mêmes goûts, donc il me dit, tu vas bien ratisser, tout ça. Bon, c'est assez sympa, quoi. Je veux dire, le soir, vous dites, quand même, c'est Nicolas Mathieu. Alors moi, j'ai pensé que vous aviez lu le Nicolas Mathieu. Ah non. Alors, j'ai pas su ça positivement. J'ai adoré le livre de son livre aussi, là, Nos enfants après... c'est ça. Oui, après, oui. Et, mais justement, j'ai d'autant plus apprécié que vous n'avez pas traité le sujet. C'est pas le même sujet. Non, c'est pas... C'est anecdotique, je dirais, d'une certaine façon, les rencontres qu'il y a dans les deux livres. Hein. Mais, j'ai trouvé que les deux étaient j'ai aimé les deux, vraiment. Mais non, mais moi, j'ai eu très peur. Autrement. Mais ça m'a évoqué beaucoup ça, et puis aussi le film, La vie des autres, j'imagine, dans Berlin. Je voudrais regarder un peu ça. Mais je trouve qu'en même temps, justement, vous avez votre propre livre. Ça m'a plu. Ah non, mais vous pouvez pas vous imaginer le jour, effectivement, où vous entendez que Nicolas Mathieu, en plus qui va à Le Goncourt, et que son livre, il se passe exactement dans le même coin c'est frappant, que vous, je promets que vous, surtout, vous le lisez pas, parce que là, je l'avais pas complètement terminé, et je me suis dit, parce que tant que vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous avez, comment dire, votre... vie propre. Voilà. C'est ça. Après, par manque de bol, vous pouvez exactement raconter la même chose. Et dans ce cas-là, votre livre, vous avez juste à le mettre à la poubelle parce que, quelqu'un l'aura écrit bien mieux que vous. Donc, du coup, oui... Mais, c'est pas le même livre. Mais donc du coup je l'ai lu après avec la peur au ventre, hein, les 20 premières pages, je vous promets, je l'ai lu une fois que celui-là a été bouclé, je me suis dit alors voyons. Et honnêtement, assez rapidement, je me suis dit ouf, on n'est pas, comme il dit lui-même, on n'était pas en train de chasser sur les mêmes terres, quoi. Et c'était très très bien comme ça. Et c'est marrant parce que donc il y a un auteur qui est Jérémy Bracon, qui est à l'Iconoclaste, qui a écrit un livre avec la foudre, qui est sorti l'année dernière, qui est un très, très bon livre. Aussi dans le coin,
Et on s'est parlé, et on s'est déjà vu à Metz sur une rencontre en commun, et puis on va se revoir encore là dans quelques mois. Et il m'a dit, mais tu sais, ton bouquin, mon éditrice Sylvie Gracia, bon, m'aime bien, enfin parce que j'étais rentré en contact avec Adrien Bels pour 50 yeux, enfin bref, donc. Et elle me dit, mon éditrice m'a parlé de toi, m'a dit, lis son bouquin, tout ça. Et il me dit, mais jamais, j'ai pas voulu, enfin, avant d'avoir terminé le mien, quoi. Et il me dit, j'ai fait la même chose d'ailleurs avec Nicolas Mathieu, c'est-à-dire que vos 2 bouquins, je les ai lus qu'après, pour surtout pas me faire pourrir, je dirais, Après, je veux dire, si vous avez lu et que vous aviez quand même cette idée, vous allez vous en priver. Alors que bon, si vous ne l'avez pas lu, cette idée, vous allez la mettre sur le papier. Encore une fois, après, vous pouvez dire la même chose, mais bon, il y a peu de risques déjà, et puis bon, vous êtes tranquille, quoi. Donc c'est assez amusant de voir comme ça, de dire, bon, finalement, on a pendant quelques années, là, coup sur coup, on a été plusieurs à écrire sur la même région, le même coin. Bon, c'est un pur hasard. Avant, il y avait Aurélie Filippetti, qui avait écrit un très beau livre, les derniers jours de la classe ouvrière. Mais par exemple, celui-là, je l'avais lu, mais vous voyez, pour le coup, là, je l'avais lu, mais il y a très longtemps. Et donc, comment dire, je considérais que je l'avais plus en tête et que, bon, j'étais libre, je pouvais écrire quand même sur cette région sans que ça soit... Dispensé de tout ça. Ouais, en m'en dispensant un peu, quoi. Ouais. C'est bien normal aussi que les écrivains soient des échos, je dirais, de ce qui se passe, avec leur temps. C'est pas normal que les points de vue se croisent. Oui, je pense que ça peut être même... Âge, mais bon, si vous êtes en phase avec la vie actuelle, on est forcé d'être dans des sujets... Oui, vous avez raison. Ouais, c'est juste. Vous êtes des témoins. Enfin, moi, je considère que écrire, c'est être aussi témoin de quelque chose. Enfin, moi, je lis que ça en ce moment, que ces trucs-là. Alors, évidemment, mais c'est parce que ça me préoccupe dans la vie, dans l'actualité. Non, mais après, en plus, vous pouvez faire des passerelles assez amusantes, quoi. Par exemple, avec... comment s'appelle-t-elle Maëlys Adémar. Béni soit Sixtine. Je ne sais pas si vous l'avez lu, celui-ci. Bon, en l'occurrence, bon, c'est vrai qu'on a été invité du coup, bon, parce que finalement, on a écrit un livre assez miroir, quoi. Sur, bon, alors, elle, ça se passe... les extrémistes catholiques. Ouais, ça se passe, voilà. Bon, c'est plutôt dans des entre guillemets, des belles familles, très riches, tout ça. Et c'est vrai que c'était passionnant de voir, de voir comment on pouvait mettre les 2 livres en parallèle, comment les 2 livres finalement faisaient écho ensemble, quoi. Moi j'ai une dernière question. Au niveau de vos titres, qui sont relativement courts, assez percutants, c'est vous? Non, les titres, c'est pas moi. Enfin, Ainsi Berlin, en l'occurrence, c'est moi. Ce qu'il faut de nuit, c'est pas moi, c'est mon épouse. Parce que les très percutant, pertinent. Donc, Ainsi Berlin, en fait, l'histoire de ce titre, c'est la suivante, c'est que le roman, il avait été écrit avec un autre titre, il s'appelait le programme Spitzweiler. Bon, puisque c'est le programme de Kate Spitzweiler. Bon, mais mon éditeur, enfin surtout Marianne Lacoma, me dit, bon, c'est juste n'importe quoi ce titre. On va réinventer avec un titre comme ça. Bon. Non mais... Elle a raison. Ça, elle me le dit il y a de ça très longtemps. Elle me dit, ah non, vraiment, le programme Spitzweiler, j'en veux pas, il faudra trouver quelque chose. Bon, puis de toute façon, c'était pas notre priorité. Du moment, on laisse tomber ça. Et puis, à un moment quand même, il fallait un peu s'exciter, parce que il fallait lancer le livre. Et je reviens, et donc effectivement, pour moi, elle avait réussi à m'en dégoûter, quoi, du programme Spitzweiler. J'avais... Et je lui donne un certain nombre de titres, tout ça, et là elle me dit, bon finalement le programme Spitzweiler c'est peut-être pas si mal que ça. Bon, et je dis, ah non, là maintenant t'as réussi à me mettre le doute, donc...
Et puis bon, on est parti sur des trucs, tout ça, et je vais à Aix-en-Provence pour une rencontre en médiathèque, et le lendemain, on remontait sur Chambéry pour un festival. Et on est à Lyon-Saint-Exupéry, sur le parvis de la gare, il est 7h du matin, donc on avait pris vraiment un train très tôt d'Aix-en-Provence, et on avait une correspondance pour Chambéry. Et elle me dit, bon Laurent, il faut qu'on parle. Elle me dit, hier soir, quand tu as commencé à parler un peu de ton nouveau projet, de ton nouveau livre, pas une seule fois tu n'as donné le titre. Elle me dit, donc il y a un vrai problème, ce titre tu ne l'aimes pas. Ce titre tu ne l'aimes pas, donc il faut vraiment absolument qu'on en trouve un autre qui te convienne. Et donc c'est là où on a trouvé Ainsi Berlin, donc on a appelé Pierre Fourniot, on l'a réveillé à 7h et quelques du mat, en disant, bon Pierre, on a trouvé Ainsi Berlin, oui, et puis voilà comment ça s'est fait. Bon, mais ça nous allait bien, parce qu'il y avait un côté effectivement un tout petit peu fataliste, on va dire, à ce titre, qui finalement allait assez bien avec le texte, qui est un texte au passé. Il faut savoir que ce livre, il a été écrit au passé, quand je l'ai retravaillé au passé, quand Ce qu'il faut de nuit est sorti, donc a été publié, je me suis dit, bon, il faut que je le relise, lui. Je me suis dit, ah non, mais du coup, on va le mettre au présent. Donc je l'ai tout réécrit au présent, et je l'ai rechangé encore, au moment, à 2 jours de partir à la correction, je me le relis une nouvelle fois. On lit beaucoup ces textes qu'on écrit, il faut savoir. Je le relis et je lisais dans ma tête les phrases au présent, je les retransformais au passé. Comme dans un exercice au lycée, vous voyez, où je me dis, bon là il y a un vrai problème, donc du coup j'ai envoyé à Pierre Fourniot, à l'éditeur, les 2 paragraphes en disant, bon écoute, j'ai réécrit le texte au passé, et je dis, moi je pense quand même que c'est mieux au passé, il y a plus de finesse apportée par le passé, et du coup j'ai réécrit le livre au passé. Bon, donc comme quoi, il y a eu une espèce d'aller-retour comme ça sur le feu, assez drôle. Donc oui, Ainsi Berlin, avec son ton un peu passé, je pense que c'est un peu mieux, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, correspond un peu mieux à l'idée, finalement, de ce livre. Tout à fait, oui, non, c'est pour ça. Et donc, c'est votre épouse ? Oui, c'est mon épouse qui... parce que le livre s'appelait « Ceci est mon sang ». Qui n'allait pas du tout à Marianne Lacoma non plus. C'est elle qui, fait... en me disant, non, là, on va perdre nos lecteurs. C'est un titre qui est... qui veut pas dire ce qu'il veut dire. Enfin bon, moi je le voyais un peu dans le côté justement un peu, on va dire... Une fois qu'on a lu le roman, c'est un bon titre. Une fois qu'on a lu le roman, c'est... Peut-être que pour inciter à lire, c'était peut-être pas aussi. Ouais. Et donc du coup, donc ce titre, il est parti. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, il faut un titre où il y aura des arbres dedans. Parce que moi j'étais resté sur une couverture très très chlorophylle, avec ce terrain de foot, des arbres, tout ça. Et au bout de la soirée, elle me dit, écoute, tiens, je t'ai trouvé un poème de Supervielle, Vivre encore, et il commence par « Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres ». Ce qu'il faut de fruits aux tables de marbre. Et j'ai dit, mais c'est juste génial, ça va exactement avec ce que j'ai voulu écrire, ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres. C'est vraiment, pour moi, les arbres, du coup, étant ces hommes qui étaient bien droits, tout ça, je dis, génial. Et effectivement, j'envoie ça à la manufacture, et ils me disent, c'est génial, c'est un très joli titre, on le prend. Puis finalement, quelques jours après, ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres, je sais pas de qui ils avaient pitié. Des libraires peut-être. Ils se sont dit, allez, ce qu'il faut de nuit. Ah oui, mais c'est très bien. Vous parliez tout à l'heure d'avoir réécrit le texte, de passer du présent au passé, et ainsi de suite. Est-ce que les éditeurs vous ont demandé de réécrire des morceaux, vous ont demandé de retravailler vos textes
Ou pas du tout ou... Celui-ci, Ce qu'il faut de nuit, non, pas du tout. J'ai rien changé. J'ai juste enlevé une phrase où Pierre Fourniot pensait que la phrase pouvait donner une clé pour la fin, trop tôt. Donc j'ai viré cette phrase. Honnêtement, c'est le seul truc d'édition qui m'a fait faire. Après, il m'a fait chapitrer, plus court, parce que mes chapitres initiaux étaient plus importants. Là, oui, là, parce que là, il y a quand même, on voit bien de toute façon déjà dans les retours. Bon, c'est vrai que c'est un roman, les gens savent pas trop si c'est de l'historique, de l'espionnage, de l'amour, du politique. Il y a un peu de tout. Bon, c'est vrai, soyons clairs. Oui, c'est pas grave. Et là, pour le coup, Marianne m'avait dit, bon, écoute, il faut que tu refermes peut-être un peu plus de portes, c'est-à-dire, tu pars dans pas mal de choses, et pour autant, ça reste un roman court, donc, elle m'a dit, tu as peut-être intérêt à recentrer un tout petit peu ton histoire. Et c'est là où on voit que l'histoire du tunnel était bien plus importante dans le premier jet. Dans la première version. Je l'ai beaucoup simplifié. De la même façon que l'histoire de cet internat d'excellence, là, je l'ai également un peu simplifié. Et à l'inverse, donc Pierre m'avait dit, tes personnages féminins, tu peux peut-être encore plus, on va dire... en parler, prendre du temps avec eux, quoi. Enfin, et ça a été ça, tu peux peut-être plus bon, voilà. Et je me suis dit, oui, je vais prendre davantage de temps avec ces personnages féminins, parce que en l'occurrence, c'était un plaisir, parce que, encore une fois, j'avais plaisir à écrire sur ces deux femmes. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait. Mais vous voyez, c'est une phrase, c'est une seule phrase, quoi. Et après, débrouille-toi avec. Enfin, et en l'occurrence, de toute façon... de toute façon, ils étaient déjà ils étaient convaincus par le livre, puisque ils m'avaient fait déjà signer le contrat, tout ça, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais donc oui, et évidemment, vous le travaillez. Pourquoi? Parce que celui-ci, comme il a quand même son petit succès, machin, que vous avez commencé à avoir des retours en vous disant oh là là, j'ai adoré tout ça. Vous mettez finalement une pression en vous disant, je veux quand même, tant qu'à faire, que le texte, je puisse l'assumer, quoi, on va dire. Mais c'est vous qui vous êtes mis la pression. Oui, bien sûr. Non, c'est pas du tout l'éditeur. L'éditeur est beaucoup plus, dans ces moments-là, l'éditeur est beaucoup plus relax. Et justement est là pour calmer un peu l'auteur qui va presque jusqu'au moment, moi par exemple, à un moment, puisque j'étais déjà en train d'écrire le troisième puis le quatrième, j'en étais presque à dire, peut-être qu'on peut faire l'impasse, et on passe directement à un truc qui est plus là, que je suis en train d'écrire là maintenant, quoi, vous voyez. Et puis c'est là où les deux m'ont dit, non, mais ça va pas du tout, non, déjà ce que tu es en train d'écrire là, tu vas un peu le mettre en pause, tout ça, on a le temps, tout ça, et puis on va prendre le temps de lancer celui-ci, qui est très bien, nous on y croit beaucoup, voilà quoi. Donc vous voyez, c'est fou, parce que vous pouvez assez vite être, vous pris dans des espèces d'inquiétude, de stress. Et l'éditeur, là, pour le coup, il a un rôle très très important à jouer. Là, d'ailleurs, par exemple, Pierre m'envoie, parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de presse, hein, quand même. Je vois bien, le lancement, il est quand même pas le même, mais il m'envoie quand même les trucs sur les chiffres de vente, tout ça. Enfin pour style, voilà, calme-toi, tout va bien. Tout va bien. Après, il n'y a plus l'effet premier roman. C'est ça. Oui, puis il sort pas au même moment, c'est-à-dire il sort un peu en après-coup de rentrée littéraire. Donc c'est sûr que c'est quand même pas du tout le même. Donc finalement, on a un stress quand même parce que le premier a tellement bien marché. Oui. Après, honnêtement, après voilà, moi maintenant mon stress, honnêtement, je l'ai complètement. C'est vrai que je l'évacue en me disant maintenant je me reprojette d'ores et déjà sur la suite,
en me disant, bon, voilà, j'ai envie justement de le réécrire, enfin de bien travailler le troisième, là. Et, mais vous voyez, enfin, c'est très, enfin, quand vous écrivez, vous êtes très à vif, en fait. Et par exemple, j'ai écrit un texte, bon, donc c'est celui qui a été écrit juste après celui-ci. Bon, sur un joueur de foot, bon, à qui il arrive un truc assez grave, tout ça. Je l'envoie à Pierre Fourniot. Il me dit, mais c'est génial, très très bien. Bon. Marianne me le casse, me dit, me le casse. Me dit, ouais, bon, t'as faim, tout ça, ouais. Bon. Du coup, je fais une croix dessus. Enfin, je me dis, bon, c'est pas grave. Putain. Non, jamais. Ah non, oui. non, ouais. Non, mais... Parce que vous vous dites, de toute façon, bon, vous avez... Enfin, je veux dire, encore une fois, le temps d'édition est tellement long que, bon, si le texte, il a la moindre réserve, finalement, vous dites, bon, bah, autant passer sur un texte où il n'y a pas de réserve, quoi. Vous voyez, donc, je le vire. Bon. J'y pense plus, enfin vraiment. Et Pierre continue à m'en parler en me disant non mais tu sais, Virage Ouest là, je l'aime bien, bon, vraiment. Ça. Je lui dis ah non mais et je lui dis pas que c'est Marianne qui m'a cassé le truc. Je vais pas la. La mettre en porte-à-faux. Allez pas vous fâcher avec elle, non. Non, Résultat, gentil, non mais je vais au livre de poche présenter Ce qu'il faut de nuit pour son lancement en janvier. La directrice du livre de poche, Béatrice Duval, elle me dit bon et alors votre livre là sur le joueur de foot il est génial hein, vraiment tout ça. Et là elle me met un doute terrible parce que ce bouquin mais je l'avais parce que Pierre lui avait filé à lire Mais il n'est pas sorti. et du coup pour moi enfin il est mort déjà ce bouquin enfin je veux dire enfin voilà quoi, il est rayé de mon truc. Et là, bon, j'ai quand même deux personnes qui me disent, bon, il est très bien. Et puis bon, une autre, et d'ailleurs mon épouse, oui, qui me dit, il est bien, mais voilà, c'est pas non plus. Et vous voyez, bon ben, hop, je vire. Et là, je suis donc sur le 4e, où là, pour le coup, bon, déjà au fond de moi-même, je me dis, c'est un joli texte, auquel je tiens énormément. Et où je sens que j'ai quand même un peu plus voilà quoi, on va dire de consensus quoi. Mais c'est très fragile, vous voyez. Enfin, je veux dire, Marianne me dit pas ça, bon ben c'est bon, je sors mon joueur de foot quoi. Bon, elle aime peut-être pas le foot. Elle aime peut-être pas le foot. Vous avez quand même deux éditeurs qui sont des valeurs sûres, qui vous disent que votre texte est bien. Vous n'avez pas envie de le ressusciter pour le coup? Non, mais parce que encore une fois, après. Parce que Muriel est fan de foot, c'est pour ça. Parce que non, mais après il y a aussi une histoire de logique. C'est-à-dire que ce truc sur le foot, bon, alors je peux vous faire le pitch rapidement. Hein, en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est les deux gars là, du FC Metz là, qui sont partis en virée à Paris un jour et qui se sont cartonnés. Donc il y a le fils de Enderham là, bon, qui lui s'en est sorti, mais l'autre toujours pas quoi. Enfin il est toujours en chaise. Bon. Et ça, le démarrage part de ça. Bon. Et si vous voulez, le problème c'est que finalement je me rends compte que ce livre il est plus vraiment dans autant celui que j'ai maintenant là que j'ai bien en tête pour bientôt, enfin pour dans 1 an et demi, 2 ans. Autant, si vous voulez, il vient presque faire remettre une petite pièce dans la machine par rapport à ça. C'est-à-dire, il est très très en cohérence. À nouveau, dans un truc complètement différent, mais dans l'actualité. Il revient mettre une cohérence à ça, alors que mon histoire de joueur de foot, bon, bah, c'est plus un truc, j'ai eu plaisir à l'écrire, mais bon, c'est un peu sorti voilà, du contexte de ça, quoi. Donc, bon. Plus tard, peut-être. Ou pas. Ouais, ou sous un autre nom, ou vous voyez, bon. Ah, vous pensez à prendre un pseudo? Bah oui, comme ça, voilà, je me dis, bon. D'accord, bah pourquoi pas. C'est quoi Il y a bien des le nom grands de jeune montants. fille de votre épouse? Souvent, ça peut être ça. Elle a un nom breton. C'est jamais, hein. Sur un malentendu.
Ah, on tient le nouveau Romain derrière. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, ouais, mais parce que vous voyez, bon, en plus, objectivement, j'ai 56 ans, bon, donc je peux pas me permettre, enfin, c'est pas comme si, je veux dire, j'avais toute une carrière où je peux m'amuser à sortir des trucs. Bon, là, tant qu'à faire, bon, j'ai une dizaine d'années, on va dire, où, bon, Ouais. autant sortir les bons livres, quoi, du bon, enfin. Je suis un garçon, j'ai une question purement pratique. Vous avez un métier qui vous fait beaucoup vous déplacer. Maintenant, vous avez un deuxième métier qui vous fait beaucoup vous déplacer. Comment vous arrivez à vous organiser entre vos deux métiers? Vous prenez des jours de congé Bah, en fait, Air France, la situation d'Air France a fait que l'année dernière, on travaillait uniquement 2 jours par semaine. Bon, après 3. Et là, encore maintenant et jusque même en 2022, on va travailler que 4 jours par semaine. Donc par exemple, le vendredi, je ne travaille pas. Enfin, officiellement, bon, je peux avoir des réunions de temps à autre, des choses comme ça, mais officiellement, je ne travaille pas le vendredi. Donc ça, c'est déjà un petit souffle, on va dire. Et puis, bon, après, objectivement, parce que je lis aussi beaucoup quand même. Je lis quand même énormément. Donc, bon, bah, du coup, vous taillez un peu dans... Quand je suis dans une phase où j'écris, où j'ai envie d'écrire, je taille dans tout le reste, quoi. En fait, je veux dire, il faut... Enfin, c'est vrai que là, du coup, vous êtes obligé un peu d'être sélectif, d'être un peu sauvage. C'est-à-dire que pour écrire, bah, à midi, au lieu d'aller déjeuner avec les collègues, vous allez écrire, vous allez prendre un sandwich et vous allez écrire dans votre coin. Bon, enfin voilà, quoi. Mais c'est jouable, enfin c'est largement jouable. Moi, il y a certains auteurs qui ont besoin réellement de temps très long, de travailler quasiment. Là, je dînais le week-end dernier avec quelqu'un qui a besoin de travailler de façon complètement, on va dire, comme si c'était un travail, entre guillemets, normal. C'est-à-dire de travailler, de se mettre à sa table à 9h du matin et de la quitter à 18h du soir. Anne, Oui, c'est pareil. Ah ouais. elle est très organisée. Anne a fait ça? Ah oui, Ouais. elle est très Donc, organisée, oui. Donc un cycle, hein, vraiment, là, comme si, rythme, je veux dire, il était au bureau ou comme si il allait à l'usine. Bon, 9h, 18h. Pas de dérogation à ça. Bon, bah, c'est sûr que là, ça pose beaucoup de problèmes. Là. Moi j'écris en 20 minutes au petit-déj sur des carnets. Là, j'en ai un dans mon manteau, là, je peux vous le montrer hein, si vous voulez, mais des trucs où j'écris très vite, tout ça, et je réécris le soir sur ordinateur. Quoi. Je mets ce que j'écris dans le carnet sur ordinateur le soir. Quoi. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour écrire. C'est un peu une chance. Peut-être que ça va s'arrêter. Enfin, vous voyez, moi, je suis assez... Et pourquoi Non, mais... Pourquoi mais si, parce qu'à un moment, vous pouvez aussi voilà, être... Avoir envie d'autre chose, ouais. Être comme ça.